Donc voilà, Jean-Pierre Winter, merci encore d'avoir fait ce déplacement à Nancy. Merci de nous avoir accordé la primeur de votre retour sur scène. Et puis, on vous écoute pendant une 50aine de minutes et on poursuivra après. Merci. Un grand merci pour cet accueil chaleureux. C'est extraordinaire de voir tous ces gens qui ne regardent pas Netflix ce soir. Ça fait plaisir. Il se peut que ce que je vais être amené à vous dire vous déçoive, mais je vous propose un petit exercice qui était celui que je proposais à mes fils quand ils revenaient de l'école en disant qu'ils avaient un prof nul. Je leur disais, souviens-toi de ce proverbe qui dit « Même une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour ». Et quand ils rentraient de l'école, je leur disais « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que tu ne savais pas de la part de ce prof nul ?» Effectivement, j'ai été, comme on vient de vous le dire, j'ai tenté d'être étudiant à Nancy dans les années 69-70. Et pour ceux qui ont plus ou moins mon âge, vous vous souvenez qu'à cette époque, Nancy était une ville assez terne, assez triste, mais animée au moment du Festival international du théâtre universitaire. Et comme très rapidement je me suis impliqué dans la vie collective de Nancy, d'abord en tant que président de l'UNEF Médecine, à peine 3 semaines après être arrivé ici, et puis ensuite 2 semaines après comme président de l'Union des étudiants juifs de Nancy. Comme j'étais impliqué donc dans des affaires, disons, sociales et politiques, j'ai été rapidement mis au contact de Jack Lang. Et à une époque où il n'était pas le Jack Lang flamboyant que vous connaissez aujourd'hui, mais où il était d'un dynamisme absolument extraordinaire et d'une créativité à nul autre pareil. Il se trouve que dans le même temps, je commençais mon analyse avec Jacques Lacan et que la fréquentation de Jack Lang et de mon analyste a fait que pendant un certain temps, je me suis trouvé pris entre 2 destins possibles, entre 2 JL, Jacques Lacan, Jack Lang. Il s'en est fallu de peu que je verse du côté Jack Lang. Il m'avait proposé de travailler pour le Festival du théâtre universitaire pour les jeunes, c'est-à-dire de parcourir le monde entier. Il se fichait complètement de mes études, il faut dire. Parcourir le monde entier à la recherche de spectacles qu'il aurait pu ramener à Nancy pour faire un festival du théâtre pour enfants. Entre-temps, il avait été nommé à Chaillot et il m'avait donné 1 mois pour me décider, ce qui était très douloureux pour moi comme décision à prendre parce que ça impliquait que j'arrête mon analyse à peine commencée, ce qui n'était pas évident, pour quelque chose qui certes était particulièrement enthousiasmant, mais qui était quand même risqué. Il venait d'être nommé à la direction du théâtre de Chaillot à Paris, et puis la politique étant ce qu'elle est, avant même que j'ai eu l'occasion de prendre une décision, mais je vous dis, j'étais sur le fil, il a été débarqué par le nouveau ministre de la Culture de l'époque, et donc je n'ai plus à faire de choix. Le choix s'est fait pour moi. Mais j'ai gardé de Nancy un souvenir intense, pour y avoir été intensément actif, en organisant des conférences, pas seulement politiques, mais aussi psychanalytiques, quelquefois religieuses, quelquefois tout simplement intellectuelles. Et pour moi, Nancy est restée jusqu'à aujourd'hui, bien que je n'y sois jamais revenu, d'où ma présence peut-être ici ce soir, l'envie d'y revenir, un lieu particulièrement important dans mon parcours.
Alors, je vous ai proposé un premier exercice. Je vais vous en proposer un second. Je vais vous lire un texte et je vous demanderai, à votre avis, de qui il est. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré est profané. Et les hommes sont forcés, afin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Je vous pose la question. Quel réac a bien pu dire ça? Karl Marx. Et pas dans un texte obscur au fond du Capital, hein. C'est dans le manifeste du Parti communiste, donc à la disposition de toute personne qui veut bien lire. Alors, cette réflexion, quand elle vient de Marx, je l'introduis ici pour vous parler, vous dire un certain nombre de choses qui résultent de ma réflexion sur ce que c'est ou ce que pourrait être une conception, disons, psychanalytique de la transmission. Et je dirais, pour être plus précis, une conception psychanalytique de ce que pourraient être les blessures de la transmission. Un jour, je pose à Françoise Dolto la question suivante que je vais vous lire et que j'avais publiée dans un livre qui a été mentionné tout à l'heure, qui s'appelle « Transmettre ou pas ». Je lui dis que le problème du savoir, c'est celui du savoir qui est lié au fait qu'on ne sait pas ce qu'on sait. Et j'ai posé à Dolto donc cette question lors d'un entretien qui a été publié d'ailleurs, qui s'appelle « Les images, les mots, le corps », de la façon suivante. Un rabbi, un maître du Talmud donc, dit « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, plus encore de mes collègues, mais ceux dont j'ai le plus appris, ce sont mes élèves. » Et je dis à Françoise Dolto, « En diriez-vous autant en psychanalyse ?» Elle me répond, « Oui, j'ai appris de mes maîtres, bien sûr. J'ai appris surtout de ceux qui parlaient d'eux en même temps qu'ils parlaient des autres, les analysants et les personnes qui venaient me voir pour un contrôle. J'ai appris beaucoup de mes patients, surtout de ceux qui me tourmentaient parce que je ne comprenais rien, car ce sont eux qui me faisaient le plus travailler sur moi-même. Mais les personnes au monde qui m'ont le plus appris, ce sont les bébés, les enfants entre eux et les bébés, dans leur relation à leurs parents. » Alors, ça ne sonne pas du tout comme une évidence, hein. Pourtant, pour avoir suivi son enseignement à une certaine époque, quand on l'écoutait, quand on la voyait pratiquer, puisqu'elle pratiquait souvent en public, dans le cadre d'une consultation à l'hôpital Trousseau, c'était manifeste qu'elle apprenait des bébés, que les bébés enseignaient. Alors cela a rejoint, je m'excuse de cette accumulation de citations d'emblée, mais vous allez voir, tout ça va nous amener un peu plus loin. Cela m'a mis en mémoire un texte issu, lui aussi, du Talmud, et que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui pose la question suivante. À quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa mère?
à un document plié. Il y a donc pour ce rabbi du savoir chez l'enfant avant même qu'il soit né, quand il est dans le ventre de sa mère. Mais le texte poursuit. Toute la Torah, c'est-à-dire le savoir de l'époque et de ce peuple, est enseignée à l'embryon. Suit une citation des Proverbes, car il est dit, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes commandements et tu vivras. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans Proverbes 4, 4, 5. Et plus loin, une autre citation extraite du livre de Job. Quand Dieu veillait en ami sur ma tente, dès que l'enfant vient au monde, un ange s'approche et lui donne une tape sur la bouche qui lui fait oublier la Torah tout entière, puisqu'il est dit, dans Genèse 4, 7, le péché, vous savez, c'est dans l'histoire de Caïn, le péché est tapis sur le seuil de ta porte. Ce dernier passage est le plus connu. Mais le texte continue. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Tout ce qu'un homme doit savoir pour vivre, il le sait déjà. Mais en naissant, il le perd. Tout ce qu'un homme doit savoir pour vivre, il le sait déjà, mais en naissant, il le perd. Alors, dans ces conditions, à quoi est-ce que ça sert d'instruire qui que ce soit, vous me direz? À quoi ça sert d'être enseignant? Ça sert à permettre à l'élève de se réapproprier ce qu'il sait sans savoir qu'il l'a oublié. Et ses rêves, j'en veux pour preuve ma pratique analytique, à la fois comme analysant et comme analyste, ses rêves lui sont témoins qu'il en sait infiniment plus qu'il ne le croit. Il lui faut donc interpréter ses rêves pour retrouver ce qu'il a perdu en grandissant et par extension, retrouver ce qu'il a perdu au contact de certains enseignants. On trouve dans un autre traité du Talmud, un rêve qu'on n'interprète pas est comme une lettre non lue. À rapprocher de l'idée donc que l'embryon est comme un document plié sur lui-même. Lire ses rêves, c'est se déchiffrer pour se réapproprier ce qui a été oublié de ce qu'on savait. Fort de cela, je me suis posé la question suivante. Pas seulement que m'a-t-on transmis, mais aussi, vous venez d'entendre, qu'ai-je bien pu transmettre, même à mon insu, et pas à mes enfants, mais à la génération précédente, et surtout, que ne m'a-t-on pas transmis? Ce qui reste une question extrêmement brûlante pour moi. Pourquoi? C'est d'abord la question de Kafka dans la lettre au père. Sa lettre, bouleversante, angoissante, il a fallu que je m'y reprenne au moins à 3 ou 4 fois au cours de mon existence pour pouvoir la lire en entier, est une continuelle série de reproches adressés à un père qui ne lui a rien transmis et avec lequel il a néanmoins fallu faire. Mais en même temps, se dégage de ce texte, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, j'espère que vous en penserez, vous en avez ressenti la même chose que ce que j'ai pu ressentir, se dégage de ce texte un amour infini de ce père, violent, brutal, mais qu'il ne cesse pas d'observer, dont il connaît, comme il dit dans un autre texte, tous les recoins de la fourrure qu'il porte autour du cou. Un texte bouleversant par le fait que cet amour est adressé à quelqu'un qui ne lui transmet rien, mais à qui Franz Kafka va transmettre
par la littérature, tout ce qui a été transmis, lui a été transmis à l'insu de son père. Je posais la question tout à l'heure, mais alors, pourquoi enseigner si, de fait, on est au monde avec tout ce qu'on a à savoir? Eh bien, je pense que la réponse est toute simple. Ça tient au fait que enseigner n'est pas la même chose que transmettre. Vous avez tous et toutes fait l'expérience de profs qui vous ont enseigné, ils sont la très grande majorité, mais qui ne vous ont rien transmis. Pourquoi ils vous ont rien transmis? Parce qu'ils n'ont rien éveillé en vous d'un désir d'en savoir plus sur ce que vous savez sans savoir que vous le savez. Et il arrive, au cours de l'existence scolaire ou lycéenne, voire pour certains il faut attendre la fac, qu'on rencontre un maître. Un dans l'existence, c'est énorme. Ça peut être un instituteur, comme dans le cas d'Albert Camus, quelquefois un prof, inattendu, on s'intéresse aux sciences et puis tout d'un coup, il se trouve que c'est le prof de grec qui a quelque chose à transmettre. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet homme-là, cet homme qui transmet et qui ne se contente pas d'enseigner? Il a ceci de particulier, c'est qu'il a la passion du savoir qu'il habite. Il n'est pas là juste avec un savoir clos sur lui-même. On sent qu'il est en recherche. Il vous enseigne quelque chose qu'il est en train de chercher, pas quelque chose qui a été trouvé de toute éternité. Et donc, en cela, par la passion qu'il met dans cette recherche, il est pour vous un moteur de recherche, un moteur qui éveille en vous la curiosité d'en savoir un petit peu plus long sur vous-même, dans le meilleur des cas. La transmission se fait par la parole. Mais elle peut aussi se faire hors de la parole. On transmet justement indépendamment du fait qu'on enseigne, parce que pour enseigner, il faut parler. Mais pour transmettre, ce n'est pas forcément nécessaire de parler. Et là, il y a quelque chose de tout à fait curieux, de tout à fait paradoxal. Et je vais, fort de ce que je vous ai lu de la citation de Françoise Dolto, vous parler de quelque chose qui m'a concerné dans ce registre-là. Mon père, qui a vécu douloureusement la Seconde Guerre mondiale, était resté blessé psychiquement et était particulièrement mutique. De sorte que je ne savais rien, mais vraiment rien, de son histoire. Je savais seulement de quel pays il venait, des pérégrinations qui avaient été les siennes pour arriver jusqu'en France, mais c'est tout ce que je savais. Il se trouve que je ne savais même pas le nom de ses parents, ni le nom de ses frères, lesquels avaient été gazés dès la fin de la guerre, puisqu'il était en Hongrie, et que, comme vous le savez peut-être, quand les nazis ont envahi la Hongrie, ils ont immédiatement capturé tous les juifs et les ont envoyés directement à Auschwitz dans les chambres à gaz. Mon père en a réchappé parce qu'il faisait son service militaire dans l'armée hongroise, c'était l'âge, où il servait d'esclave, de supplétif, et donc étant sous les drapeaux, il n'a pas été déporté. Mais il s'est retrouvé dans un camp, quand les soviétiques sont venus libérer, entre guillemets, la Hongrie, il s'est retrouvé dans un camp en Union soviétique. Avant que la guerre commence, il avait décidé, et je ne l'ai su que tardivement, plus exactement 3 mois avant sa mort, il avait décidé de quitter ses parents. Comment je l'ai su? Lors d'une réunion de famille, avec mes frères, mes belles-sœurs, alors que ma mère allait raconter, elle aussi, quel avait été son parcours pendant la guerre, mais ça, on savait par cœur.
parce qu'elle le racontait tout le temps. Mon père restait mutique comme d'habitude, présent, très présent, mais mutique. Alors je lui ai dit, pour la première fois, je me suis enhardi, mais il avait fallu, pour que ce soit possible, quand même, quelques années d'analyse derrière moi. Je me suis enhardi et je lui ai dit, écoute, maintenant ça suffit, raconte-moi ce qu'a été ta vie. La mienne de vie avait été fracassée, pour faire court, je vais dire les choses comme ça, à 17 ans, quand mes parents et mes frères ont décidé d'émigrer et de quitter la France, et que je me suis retrouvé seul à Paris, n'ayant pas de recours, car ils étaient fâchés avec tous les gens qu'ils avaient connus, couverts de dettes, ils fuyaient en fait, et devant assumer à la fois ma scolarité, j'étais à l'époque simplement élève en première, et ils avaient décidé que puisque je ne voulais pas venir, ils me prendraient au pied de la lettre, puisque je ne voulais pas venir avec eux, ils me prendraient au pied de la lettre et ils me laisseraient me dépatouiller tout seul. J'allais avoir 17 ans. C'était juste avant mai 68. Quand j'ai dit à mon père, en présence de témoins donc, maintenant ça va, ça suffit, raconte, il a commencé comme ça. Il a dit, j'allais avoir 17 ans quand j'ai décidé de quitter mon père et ma mère. Et moi, j'étais persuadé jusqu'à ce jour que si j'avais pas voulu partir et émigrer avec mes parents, c'est parce que dans le pays où ils allaient, j'avais aucune chance de devenir psychanalyste, ce qui était déjà mon but. Et c'était une des raisons. L'autre raison, c'était que le rapport avec ma mère était si conflictuel que je voyais là une bonne occasion de me débarrasser d'elle, pensant surtout que s'ils émigraient, c'était parce que ma mère l'avait voulu. Pensant d'ailleurs que mon père était tout à fait passif dans cette histoire. Et voilà que, il dit, j'allais avoir 17 ans quand j'ai décidé de quitter mon père et ma mère. Je peux vous dire que ça m'a fait l'effet d'un tremblement de terre. Mais ça a fait surgir en moi un souvenir. J'avais 11 ans. J'étais scolarisé, j'étais en 6e. Et je me disais, in petto, en moi-même, ma vie commencera quand j'aurai 17 ans. Pourquoi est-ce qu'un gamin peut se dire à 11 ans, ma vie commencera quand j'aurai 17 ans? Et entre-temps, elle est entre parenthèses. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire à 17 ans, je déciderai de ce que je ferai. Je vous rappelle qu'à l'époque, la majorité, quand même, c'était 21 ans. Je déciderai de ce que je fais, j'aurai mes premières relations sexuelles, je gagnerai mes premiers salaires, etc. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais d'où ça pouvait me venir un truc pareil, puisque je ne savais rien de cette histoire. Je vous assure que non seulement j'en savais rien, mais mes deux frères n'en savaient pas plus que moi. Et quand j'ai pu reconstituer des bribes de cette histoire, c'est parce que j'ai connu incidemment des gens qui avaient fréquenté la famille de mon père quand il était encore en Hongrie. Il se trouve que donc, quand j'ai eu 17 ans, ma vie a littéralement commencé. Pour mon père, qui était né en 1917, 17 ans après sa naissance, on est donc en 1934, il est pris sous les drapeaux. 17 ans après, entre-temps, il y a eu la guerre, sa déportation en URSS, et 17 ans après, on est en 1951, et malgré les événements terribles qu'il a vécus, il y a comme une récurrence du chiffre 17, 17 ans après, il y a la naissance de son premier fils, c'est-à-dire moi.
17 ans après, il émigre. Et 17 ans après, il meurt. Je peux vous dire que dans cette période assez névrotique, où il m'arrivait de jouer souvent au casino, le chiffre 17, je ne m'en suis pas privé. Il m'a fait perdre beaucoup d'argent d'ailleurs. Donc voilà une transmission qui s'est faite de façon absolument muette. Et, croyez-moi ou pas, mais radicalement muette, car il ne parlait pas. Et il n'y avait rien à en tirer tant qu'on ne lui posait pas de questions. C'est pour ça que je dis que la transmission se fait aussi dans le sens des descendants vers les ascendants. Quand, au cours de mon analyse, très précisément dans les premières séances, je suis amené à faire un rêve que je raconte à mon analyste. Le rêve, c'est, on est là dans les années 70, 72, 71 même. Le rêve était à peu près le suivant. J'assiste au Collège de France à un cours de Claude Lévi-Strauss. Dans la réalité, c'était vrai. Mais là, c'était dans le rêve. Et Lévi-Strauss me demande, ça par contre c'était vraiment un rêve, de venir au tableau et de dresser mon arbre généalogique. Alors vous savez comment on fait dans ces cas-là? On fait des ronds et des carrés, et puis on met le nom des ascendants. Et donc j'arrive, je mets un rond et un carré avec le nom de mon père et le nom de ma mère, et puis je fais remonter l'arbre, et dans toutes les autres cases, il n'y a rien. C'est vide. Je ne peux pas remplir les cases. C'est un rêve, je ne vais pas vous faire des confidences trop intimes, mais c'est un rêve qui m'a fait beaucoup travailler et que j'ai pu mettre en parallèle avec d'autres rêves semblables racontés par des enfants que je voyais à Lons-le-Saunier, notamment au CMPP, qui avaient de graves perturbations scolaires, qui avaient du mal à mémoriser un certain nombre de choses, à savoir, par exemple, les dates, les événements de leur vie, l'histoire et les mathématiques. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je suis arrivé à l'idée que pour pouvoir se souvenir, c'est-à-dire pour pouvoir intégrer dans sa mémoire ce qu'on a vécu et même ce qui a été vécu par les générations précédentes, il faut savoir d'où on vient et de qui on est l'enfant. Pas seulement du papa et de la maman, mais quelle est notre généalogie? J'ai remarqué que les enfants qui, à 4, 5 ans, 6 ans, peuvent dire avec précision qui est leur grand-mère paternelle, maternelle, qui est l'oncle paternel, qui est l'oncle maternel, qui est la tante par alliance, qui est l'oncle par alliance, qui sont les cousins germains, les cousins éloignés. Les enfants qui peuvent dire ça très tôt n'ont aucun problème de mémorisation. Et même, ils n'ont aucun problème pour accéder à cette symbolique qui est celle des mathématiques. C'est un fait. Je ne peux pas l'expliquer autrement que par l'empirie, par l'expérience, mais je vous suggère de bien y réfléchir quand vous avez affaire à des enfants en difficulté dans ces domaines. Bref, nous sommes toujours, et j'emprunte ce que je vais vous dire là pendant quelques secondes, les quelques lignes du dernier livre de Delphine Horviller, nous sommes pour toujours les enfants de nos parents, des mondes qu'ils ont construits et des univers détruits qu'ils ont pleurés, des deuils qu'ils ont eu à faire et des espoirs qu'ils ont placés
dans les noms, retenez ça parce que je vais y revenir tout à l'heure dans un tout autre domaine, et des espoirs qu'ils ont placés dans les noms qu'ils nous ont donnés. Mais nous sommes aussi, et pour toujours, les enfants des livres que nous avons lus, les fils et filles des textes qui nous ont construits, de leurs mots et de leur silence. Eh bien, justement, je passe à la deuxième partie de mon exposé. Justement, aujourd'hui, cette question, la question des noms qu'ils nous ont donnés, cette question est au centre de nos préoccupations et ressurgit à un endroit où, certes, on ne l'attendait pas. Et c'est là que se pose à moi la question de savoir comment, aujourd'hui, on piège les enfants. D'où le fait que je vais être amené à vous parler de la question de l'identité aujourd'hui. De nouvelles lois, un peu partout dans le monde occidental, énoncent que, je cite, « le vécu interne et individuel du genre est tel que chacun le ressent, ce qui peut correspondre ou non au sexe assigné à la naissance. Toute personne a le droit à la reconnaissance de son identité de genre et au libre développement de sa personne en accord avec celle-là. » Pionnier en la matière, le Sénat argentin, qui s'exprimait ainsi, n'avait pas encore dit jusqu'où s'étendait la notion de personne, et notamment s'il fallait y inclure les enfants. Aujourd'hui, il me semble urgent d'essayer de comprendre quelle question nous est posée quand des enfants, souvent très jeunes, j'en ai rencontré un qui avait 5 ans, quand des enfants souvent très jeunes sont soumis à des opérations dites de transition portant atteinte de façon irréversible à leur intégrité physique, par exemple. Avec un enfant de 5 ans, il n'y a pas d'opération, mais il y a par exemple la perspective, dès qu'il sera pubère, de bloqueurs de puberté, par exemple. Il ne s'agit plus seulement de droits accordés à une minorité dite trans, mais d'une profonde transformation des éléments de nos identités. En ceci que la transsexualité substitue aux identifications et au flou identitaire la certitude de savoir définir ce qu'est un homme ou une femme en modifiant ses organes sexuels et reproducteurs. Mais pour un psychanalyste, ce que j'essaie d'être de temps en temps avec certaines personnes, l'identité, c'est le moi construit sur la variabilité des identifications réelles, imaginaires et symboliques. L'identité, comme le disait Lacan, c'est le miroir aux alouettes. Elle est dépendante de nos pulsions et de nos liens réels ou fantasmés avec ceux qui nous ont portés dans la vie. Ceux qui nous ont portés dans la vie, ce sont aussi bien nos parents que nos maîtres, nos professeurs, nos rencontres diverses et variées. Alors, partant du constat général suivant, les réseaux sociaux exercent sur les médias classiques et les politiques une pression qui porte à conséquence. Les réseaux sociaux font l'actualité, reprise secondairement par les médias, y compris, et je dirais même surtout, par les médias du service public. Les politiques sont ensuite sommés d'y réagir. L'exemple le plus récent est une affiche
du planning familial un homme enceint avec la légende accueillant donc le tout venant des gens qui s'adressent au planning familial, avec la légende, au planning familial, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Le tollé s'est enflammé, la toile s'est enflammée, et ça a fait un tollé, un barouf pas possible. La presse a suivi, ce qui a entraîné des réactions de soutien du gouvernement au planning familial. Et par là même, à ce genre de déclaration. Concernant les jeunes, l'influence des réseaux sociaux est d'une nature différente, ce que je vais essayer de préciser. Vous savez sans doute, et peut-être que vous en faites partie, que les théories psychanalytiques sont contestées aujourd'hui avec plus ou moins de succès, mais c'est la vérité et c'est le cas depuis que la psychanalyse existe. Ça n'a rien de nouveau. Elles le sont particulièrement, et notamment par certains psychanalystes eux-mêmes, concernant le rapport à la transidentité dont je viens de parler. Alors pour bien comprendre, vous allez devoir subir un petit détour par ce que dit Freud de cette question-là d'emblée dans un livre majeur qui s'appelle « Les 3 essais sur la théorie sexuelle ». Si je le cite, ce n'est pas parce que sa théorie serait pour moi indépassable, mais parce que, dans sa complexité, ce texte est mal compris et mal utilisé alors qu'il est largement en avance sur ce qui se dit aujourd'hui. Quelques citations pour éclairer mon propos. Freud constate qu'il y a quelques cas rares d'hermaphrodisme véritable, ce qu'on appelle aujourd'hui la transsexualité, où les 2 organes, mâle et femelle, sont présents, mais atrophiés. Il en tire l'observation suivante. Ouvrez les guillemets. L'importance de ces anomalies réside dans le fait qu'elles facilitent de façon inattendue la compréhension de la formation anatomique normale. En effet, un certain degré d'hermaphrodisme anatomique fait partie de la norme. Les traces de l'appareil génital de l'autre sexe ne font jamais défaut chez aucun individu, homme ou femme, normalement formé. Ces traces persistent sans la moindre fonction, comme des organes rudimentaires, ou bien sont modifiés pour assurer d'autres fonctions. Et il poursuit en clinicien qu'il était. Il était tentant de transposer cette conception au domaine psychique et de comprendre l'inversion, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque l'homosexualité, dans toutes ses variantes, comme l'expression d'un hermaphrodisme psychique. Mais cette nouvelle attente est déçue. On ne doit pas se représenter un rapport si intime entre l'hermaphrodisme psychique supposé et l'hermaphrodisme anatomique démontrable. Il faut donc reconnaître que l'inversion, c'est-à-dire l'homosexualité, et l'hermaphrodisme somatique sont dans l'ensemble des phénomènes indépendants l'un de l'autre. Et enfin, cette dernière citation qui nous rapproche de la question de la transidentité, la théorie de la bisexualité psychique a été formulée de la façon la plus brute par un porte-parole des invertis hommes. Un cerveau de femme dans un corps d'homme. Mais nous ne connaissons pas les caractères, dit Freud, qui définissent un cerveau féminin. Remplacer un problème psychologique par un problème anatomique est, dit-il, aussi oiseux
qu'injustifiée. Autrement dit, il s'agit d'une transmission fautive. À la différence de bien des militants de la cause trans, je n'ai pas de certitude sur ce que serait le masculin et le féminin. Psychiquement, il y a de multiples combinaisons possibles de la bisexualité. Mais je n'accepte pas qu'on veuille nous faire croire que le concept de bisexualité psychique, pas si évident pour Freud, si on le lit bien, correspondrait à une bisexualité anatomique, ce qui, encore une fois, n'a jamais été démontré. Je poursuis. Dans le langage courant, on est passé du transsexuel au transgenre. Puis par apocope, l'apocope c'est la chute d'un ou plusieurs phonèmes à la fin d'un mot, donc puis par apocope, du transgenre au trans. En coupant le sexuel et même le genre, je pose la question, est-ce qu'on n'a pas de ce fait dénié l'inconscient? Dès lors qu'on élimine le sexuel, notamment, parce que c'est ça qui me préoccupe le plus, vous l'aurez compris, notamment pour les enfants et les adolescents, dès qu'on élimine le sexuel, on élimine de fait l'inconscient. C'est mécanique. Pourquoi? Parce que ce qui fait encore scandale dans la théorie freudienne, après plus d'un siècle, c'est le primat de la sexualité infantile inconsciente, c'est-à-dire refoulée à partir de la phase de latence, vers 10-12 ans, c'est-à-dire au moment de ce qui se passe jusqu'à la puberté, entre 7-8 ans jusqu'à vers 12 ans, au moment de l'accès à la puberté. Sexualité infantile inconsciente qui faisait déjà scandale pour Jung, qui a voulu diluer le spectre de la sexualité infantile dans ce qu'il a appelé les métamorphoses de la libido. Au fond, il s'agit de rien d'autre que ce que Bergson avait appelé l'élan vital. Freud, lui, a compris à ce moment-là que la tentative jungienne d'appropriation de la théorie psychanalytique en la débarrassant de ce qui choquait le bourgeois en détruisait complètement l'édifice. Et on voit un retour de cette forme de dénégation de l'inconscient, qui évoque donc l'entreprise jungienne, dans certaines universités autour de ce que certains ont osé appeler la psychanalyse, une psychanalyse soi-disant émancipée. La notion d'inconscient y est étendue à toutes sortes de considérations relevant d'un préconscient, mais nullement de l'inconscient au sens freudien, voire lacanien. Là encore, Freud énonçait que céder sur les mots, c'est céder sur les choses. Tout cela est pris dans un discours qui nous vient de certaines universités américaines. Quand Freud part aux USA, il a été y faire un voyage, invité par les Américains, il a conscience que ce qu'il va leur apporter est aux antipodes des convictions des universitaires américains et de ce qu'on appelle l'American Way of Life. Et on lui attribue d'avoir dit « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». Mais lui, il ne savait pas que cette peste ferait retour en Europe sous forme de choléra. Du point de vue analytique, l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'idéologie que diffusent les élites médiatiques, politiques et universitaires, c'est ça que j'appelle l'idéologie dominante. Donc de ce point de vue,
L'idéologie dominante se réfère à ce que Freud appelle, dans un texte magnifique qui s'appelle « Malaise dans la civilisation », ce qu'il appelle le surmoi collectif. Aujourd'hui, ce surmoi collectif prône l'égalité de tous avec tous, qui est la forme nouvelle du culpabilisant « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Égalité confondue avec identité. Tous seraient identiques au sens de revendiquer les mêmes droits, quelles que soient les limites que le réel impose. Mais j'y reviens. Qu'est-ce que l'identité? Voilà une question qui est bien au cœur de la question de la transmission. En psychanalyse, donc, je le répète, on ne connaît que les identifications dont on ne dira jamais assez la variabilité au cours de l'évolution d'un sujet. Françoise Dolto parlait de l'être allant, devenant dans le génie de son sexe, pour indiquer ce qu'on appelle aujourd'hui la fluidité. Ce surmoi collectif voudrait nous amener à considérer que chacun d'entre nous pourrait se référer à lui-même, autrement dit, être autonome. Et par là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure à propos du nom. Car que signifie être autonome dans le contexte actuel? Pourquoi pas être autonome si cette autonomie n'était pas posée d'emblée? Au lieu d'être conquise, elle est considérée comme étant acquise. Un jeune trans, mais pas seulement lui, peut dire « au nom de mon autonomie, je m'autonome ». De l'autonomie, on passe à l'autonomination, approuvée d'ailleurs en milieu scolaire par la circulaire Blanquer et le Conseil d'État, sans être allé jusqu'à supprimer l'autorisation parentale, pourtant demandée par les parents. Le prénom attribué par les parents est qualifié de dead name, ou en français de morinon, dans le vocabulaire trans. Tout un programme, le morinon. Cette question du nom est fondamentale, car le prénom choisi, entre guillemets, est approuvé officiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gamin de 8 ans qui dit « ben moi, je suis né garçon, mais en fait, je suis une fille, et je veux plus qu'on m'appelle Alexandre, je veux qu'on m'appelle Déborah ». Et l'institution, du fait de la circulaire Blanquer, est obligée, si les parents ne s'y opposent pas, est obligée d'appeler cet enfant Déborah. Ça se passe aujourd'hui dans nos écoles. Or, je reviens à ça. C'est fondamental, le prénom choisi, dès lors que c'est approuvé par l'institution. Mais ça manifeste quoi? Ça met quoi en évidence? Ça met en évidence une manifestation de la toute-puissance infantile qui ne rencontre pas de limite. Bien avant les histoires de trans et de transidentité, j'avais eu en analyse quelqu'un qui était une actrice très connue, qui, à 8 ans, avait imposé à ses parents de changer de prénom. Et comme elle avait des parents plus ou moins post-68 ans, ils avaient accepté. Et donc, elle s'était fait connaître sous un autre prénom. Il a fallu des années de travail analytique pour qu'elle reconnaisse à quel point le fait que ses parents avaient accepté, sans rechigner,
qu'elle s'autonome avait été pour elle une source névrotique dramatique. Et il a fallu notamment attendre qu'elle ait des enfants pour qu'elle en prenne conscience. Donc c'est, d'une certaine manière, faire le lit de la toute-puissance infantile, et dès lors, si on fait le lit de la toute-puissance infantile, il ne faudra pas s'étonner d'avoir affaire à des parents qui sont complètement désarmés devant leurs enfants tout-puissants. Ça ne concerne pas que les trans, car le message qui est envoyé quand on dit « si un enfant demande à changer de prénom, il faut respecter, il faut, au nom de la tolérance, ne pas le stigmatiser et respecter son choix », cette décision est entendue par tous les autres enfants qui peuvent se dire, au fond, il y a un arbitraire dans le fait que mes parents aient décidé de m'appeler comme ci ou comme ça. Pourquoi je ne m'appellerais pas, moi aussi, d'un autre prénom que j'ai choisi? Vous imaginez un peu comment on peut encore exercer une certaine autorité sur des enfants qui pensent comme ça, et à qui, si les parents ne cèdent pas, d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, ils cèdent. Ils ont tellement peur, les parents d'aujourd'hui, de ne pas être aimés par leurs enfants, qu'ils sont prêts à céder à n'importe quoi. Mais ils ont surtout peur qu'on dise qu'ils sont des parents stigmatisants. Et donc, du coup, ils ne savent plus s'ils doivent exercer leur autorité de parents ou s'ils doivent répondre à ce que j'ai appelé tout à l'heure le surmoi collectif. Or, cliniquement, la toute-puissance narcissique de l'enfant peut être ravageuse pour toute la famille. L'enfant, par exemple trans, devient le roi de la famille, je dirais même le petit plaisir de la famille. Tout le monde se plie à ses desiderata. Les médecins qui se refusent à interroger son ressenti. Les institutions et parfois les parents. Il faut renoncer à discuter, à poser des questions, toute mise en question étant assimilée à une stigmatisation forcément traumatisante. On renonce par là même à comprendre la voie que chaque sujet, vous, moi, emprunte pour essayer de contourner la castration. Autrement dit, pour se confronter à l'incomplétude. Ça veut dire quoi l'incomplétude? Ça veut dire que quand on est une femme, on n'est pas un homme, et réciproquement, même si psychiquement, dans tout homme, quelque chose relève du féminin et réciproquement. Ça n'a rien à voir avec le choix d'objet. On est un homme quand on est homme, même si on préfère, du point de vue libidinal, les hommes. On n'en reste pas moins un homme. D'ailleurs, ça crée un conflit, notamment chez les féministes, qui s'opposent aujourd'hui, avec une certaine violence, aux trans, qui revendiquent, étant passés de l'homme à la femme, qui revendiquent d'être reconnues femmes, alors que les femmes féministes disent « mais non, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des hommes devenus des femmes, mais vous n'êtes pas des femmes ». Ça peut aller assez loin, et par exemple, l'auteur de Harry Potter en a subi les conséquences d'avoir dit ça. Tout enfant, quel qu'il soit, cherche à exercer sa toute-puissance. Et l'évolution, autant que l'éducation, sont censés y mettre des limites, précisément pour lui permettre de devenir à long terme autonome. Par un renversement que je trouve assez bouleversant, les adultes considèrent qu'en ne mettant pas de limite à cette toute-puissance, les enfants vont s'éduquer tout seuls. Mais c'est manquer de la moindre expérience clinique. Parce que les enfants qui s'éduquent tout seuls, ce sont des enfants extrêmement angoissés, qui peuvent devenir psychorigides ou qui peuvent se mettre à délirer tout simplement. Mais au-delà de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes, que signifie cette réponse sociale qu'on leur apporte?
Le surmoi collectif, qui s'ajoute au surmoi individuel, le surmoi individuel, c'est l'héritier psychiquement des interdits parentaux. Donc ce surmoi collectif, aujourd'hui, exige de chacun d'entre nous quoi? Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi de cette façon, mais cela oblige à faire de notre imaginaire la norme du réel. Je m'imagine être autre chose que ce que je suis devient le réel. Ça concerne d'autres domaines que le ressenti transidentitaire. Par exemple, le complotisme qui dit « est vrai ce que j'imagine être vrai indépendamment de ce que dit la science ». Il se diffuse ainsi une espèce de relativisation de la vérité qui permet ce tour de passe-passe. Le critère de vérité aujourd'hui, qui est autre chose que le critère de réalité, n'existe plus. C'est, comme disait Pirandello, à chacun sa vérité. Mais même si c'est un mensonge, les adultes seraient-ils restés des enfants? Car lorsque les enfants parlent, ils sont ce qu'ils disent, identiques à leur dire. Mais les enfants sont des petits explorateurs. Ils explorent la langue, ils travaillent la langue, ils jouent avec la langue. Mais si le jeu est pris au pied de la lettre, ce n'est plus du jeu, ça devient du je. On fausse le rapport de l'enfant à la réalité. Winnicott disait qu'il n'y a pas plus sérieux que le jeu d'un enfant. Quand l'enfant joue, il teste la validité de ce qu'il dit auprès des adultes tutélaires. Est-ce que ce que je dis tient le coup? Il peut le faire en jouant avec le langage, en jouant avec les identifications masculines ou féminines, mais il peut le faire aussi en devenant, par exemple, un petit affabulateur, pour voir si les parents sont capables de faire la différence entre un mensonge, une fable, et la réalité. Et s'ils ne sont pas capables, eh bien c'est toute l'autorité des adultes qui s'effondre. On peut jouer avec un enfant. On doit jouer avec un enfant. Mais on peut aussi lui dire, à un moment, qu'on arrête de jouer, qu'on n'est plus dans le jeu. Par exemple, dans ce film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle « Guillaume et les garçons à table », Guillaume ne devient pas une fille, malgré l'extraordinaire pression de sa mère, dont il témoigne tout au long du film. Et pourquoi, à mon avis? Parce que son père, au moment où il le surprend, déguisé en Sissi impératrice, et qu'il le voit danser comme une petite fille, lui dit « ça suffit !» Non. Et ses frères se moquent d'ailleurs de lui régulièrement. Il y a eu là un père pour dire non. C'est ce qui fait dire à Lacan que le nom du père, NOM, c'est le père du non, NOM. Je vous dirais, l'expérience me l'a démontré à plusieurs reprises, il suffit d'une fois. Un père qui dit une fois non au bon moment, je dirais, sauve son enfant et le ramène à la réalité. Dans la vie, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour jouer, un temps pour écouter, un temps pour décider. Décider ce que chacun va faire de son corps quand il sera adulte. Je précise, au cas où il y aurait un malentendu, mais je sais que c'est inévitable, je précise donc s'il en était besoin, que je n'ai rien, j'apprécie sans réserve le fait que des adultes qui se déclarent trans
et veulent opérer une transition en aient le droit. Avec une petite nuance. Quand je lis ce qui se dit dans les colloques dits transaffirmatifs, j'observe que les pratiques d'intervention médicale et chirurgicale s'appuient sur le fait qu'il y a de plus en plus de demandes. On a même parlé d'épidémie. Or, le b.a.-ba de l'économie nous dit que c'est l'offre qui crée la demande et non l'inverse. S'il n'y avait pas une telle offre des chirurgiens esthétiques, des laboratoires pharmaceutiques, des services transaffirmatifs, avec la perspective de gains phénoménaux, peut-être y aurait-il moins de demandes. Avec mes patients, je constate qu'avant qu'on ne leur en parle, ils n'avaient absolument pas l'idée qu'il était possible de changer de sexe. Comment sont-ils informés de cette possibilité? Par la télévision, où il ne se passe pas un jour sans que, d'une manière ou d'une autre, il soit fait mention de ces questions de transidentité et qu'elles soient glorifiées. Et last but not least, par l'école, qui diffuse, via des associations agréées par l'Éducation nationale, ce genre de phraséologie en leur inculquant une novlangue qui échappe à la langue ordinaire. Ce qui est le propre des sectes. C'est le fond du totalitarisme, comme cela a été largement démontré en d'autres circonstances, par Orwell notamment, dans 1984, mais pas seulement, dans un texte remarquable et peu connu sur le langage et la politique. Ceci dit, j'ai personnellement du mal à comprendre que les médecins qui se revendiquent transaffirmatifs en France ne tiennent pas compte des revirements des pays qui ont davantage d'expérience qu'eux, comme la Finlande, la Suède et plus récemment l'Angleterre, qui ont mis un frein aux expériences sur les enfants et les ados qui réclamaient des transitions. Récemment, la Suède a carrément interdit la chose et en Angleterre, la Tavistock Clinic a été obligée d'abandonner toutes les transitions qui étaient en cours. Pour ces médecins, ce qui compte, c'est le déclaratif et non le symptôme. Ils sont pris, eux aussi, dans ce surmoi collectif qui veut que mon identité soit le reflet de ce dont je jouis. Je m'explique. Je jouis d'être homosexuel, donc c'est mon identité. Je jouis d'être hétérosexuel, donc c'est mon identité. Je jouis d'être bisexuel, masochiste, etc. Je suis équivalent à ma jouissance. Or, ma jouissance, c'est précisément ce qui ne peut pas se collectiviser, parce que personne ne peut répondre de sa jouissance, qui est en grande partie inconsciente. Et face au désarroi du fait qu'il n'y a pas de vérité de la sexualité, les médecins répondent en soutenant des certitudes qu'ils empruntent au déclaratif de leurs patients. En adhérant aux symptômes comme identité, ils créent eux-mêmes les problèmes qu'ils prétendent résoudre. Je vois que vous me pressez un peu, j'en ai presque fini. Ce qui pose la question de l'information. Ah, excusez-moi, ça c'est juste pour me rappeler que je dois prendre un médicament. Ça vous laisse respirer. Ce qui pose la question de l'information et du consentement des mineurs. Mais un jeune qui veut à tout prix des hormones n'écoute pas les mises en garde qui pourraient contrarier la réalisation immédiate de ces demandes. J'en ai fait l'expérience. La certitude vient de leur imaginaire et effectivement, on ne peut rien faire. Quand quelqu'un a la certitude que la Terre est plate,
aucune démonstration n'ébranlera sa certitude paranoïde selon laquelle les puissants de ce monde ont intérêt à lui faire croire qu'elle est ronde. Peut-être s'agit-il de convictions héritées de la préhistoire et jamais abandonnées. Ils n'ont d'ailleurs pas peur des contradictions, ceux qui soutiennent ça. Vous savez qu'ils sont nombreux, par exemple, aux États-Unis. Ils n'ont pas peur, par exemple, de constater que toutes les planètes sont rondes, sauf la Terre qui serait plate. Allez expliquer pourquoi. C'est la raison pour laquelle, et j'ai presque fini, sauf exception, tout traitement irréversible devrait être interdit pour les mineurs. Tout en leur disant qu'à la majorité, il sera possible de faire ce que tu veux de ton corps. En tant que psychanalyste, cela ne me dérange aucunement. Ça ne veut pas dire que ça ne m'interroge pas, mais ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on piège les enfants et les adolescents en les privant de leur imaginaire source de créativité et de sublimation diverses. Qu'un enfant puisse dire qu'il est tombé dans le mauvais corps est un dire qui est révélateur d'une profonde angoisse qui doit être prise au sérieux et qui exige de qui reçoit cet enfant une écoute patiente de ce qui n'a pas pu se dire autrement que dans un énoncé aussi contradictoire avec la réalité. Se dire est une réponse, se dire de « je suis tombé dans le mauvais corps » est une réponse prématurée, bien sûr, assez souvent. Et comme l'écrivait Maurice Blanchot, l'écrivain, dans l'Entretien infini, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, la réponse est le malheur de la question. Je vous remercie.